L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ces forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae, et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges. Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les 2 continents étaient encore reliés, permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares, et le prédateur, affamé, ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont 2 griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvu de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne. Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent y plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meute bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines. Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois. C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée, et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles. Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules, et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle Sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace.
vastes nappes formées lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet. Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer. Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué, un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents catabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili. Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio, perchée en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe, a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour, soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques. D'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques
et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur, et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée, avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace, mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm.
Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante, composée d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. Regardez cette pierre. À première vue, elle a tout l'air d'un de ces cailloux ordinaires que vous pouvez voir quand vous vous promenez sur la plage. Elle n'est pas particulièrement colorée, ni particulièrement lourde, environ 2 kg. Mais si je vous disais que cette pierre est née sur Mars, qu'elle a voyagé jusqu'à la Terre pour finalement arriver en Antarctique. Ah, maintenant l'histoire est bien plus fascinante. Alors, découvrons tout ça. La chercheuse Roberta Skor, qui a travaillé sur le projet ANSMET, ou Antarctic Search for Meteorites, du Denver Antarctic Programme, a trouvé la météorite en 1984. Si vous souhaitez déchiffrer le nom de ce voyageur de l'espace, je peux vous aider. Il s'agit tout d'abord de l'endroit où il a été trouvé, les collines d'Alan en Antarctique, ou Alan Hills. Ensuite, nous avons l'année de sa découverte et le numéro de l'échantillon. Si vous vous dites que notre amie Roberta a ramassé cette pierre en s'exclamant « Waouh, un morceau de Mars !», vous allez être déçus. Au début, il était totalement impossible de savoir d'où venait la météorite. Et quelque chose troublait encore plus les chercheurs. Ce caillou était très différent des autres types de météorites trouvés sur notre planète. D'accord, mais alors comment ont-ils finalement découvert qu'elle venait de Mars? Grâce à des traces de gaz similaires à ceux qui composent l'atmosphère de la planète rouge. Nous avons pris connaissance de sa composition grâce au courageux Viking Lander qui a effectué les analyses nécessaires in situ en 1976. Mais revenons à notre découverte. Elle est très particulière.
Et pas seulement parce qu'elle vient de très loin. Parmi les quelques milliers de météorites trouvés sur Terre, seule une centaine provient probablement de Mars. Et même avec ça, notre petite est différente des autres et semble faire partie d'un groupe à part. Remontons donc dans le passé et retraçons l'histoire de cette voyageuse cosmique. Elle s'est vraisemblablement formée il y a environ 4 milliards d'années sur sa planète rouge natale. Un jour, qui n'était pourtant pas très différent des autres, la vie de ce paisible caillou s'est trouvée bouleversée. Un impact météorique l'a catapulté dans l'espace, et notre pierre a commencé son voyage de petit astéroïde. À l'époque, elle était bien plus grosse qu'au moment de sa découverte sur Terre. À un moment donné, elle s'est approchée de la Terre, et on dirait bien qu'elle a décidé d'explorer les lieux. C'est ainsi qu'il y a 13 000 ans, ALH a terminé son voyage spatial en entrant en collision avec notre planète. À l'heure actuelle, ce fragment martien est le plus ancien que nous ayons jamais trouvé. Mais au début, il n'était pas très populaire. Ce n'est qu'en 1996 que sa notoriété s'est soudainement accrue, à la suite d'une découverte révolutionnaire. Des chercheurs de la NASA se sont en effet interrogés. Ce fragment est manifestement très ancien. Mais pourrait-il avoir enregistré des traces de vie qui auraient pu prospérer sur Mars à l'époque où ALH était encore attaché à la planète rouge? Et devinez quoi? C'était une très bonne question. Ils ont détecté des traces de très fines particules de magnétite. Leur structure et leur composition chimique sont tout à fait similaires à celles des particules que l'on trouve sur notre planète. On appelle ça des magnétofossiles, et ce sont des bactéries magnétotactiques qui les produisent. Cela pourrait donc signifier qu'il y a eu, à un moment donné, des formes de vie sur Mars. En avril 2020, des scientifiques de l'agence spatiale japonaise ont fait une autre découverte. Ils ont détecté dans notre météorite de l'azote contenant des matières organiques d'origine martienne. Alors, qui sait quel nouveau secret étonnant un examen plus approfondi de la météorite pourrait nous révéler? Pour l'heure, il ne vous reste plus qu'à vous rendre en Antarctique et vous mettre à creuser. En effet, c'est un endroit idéal pour la chasse aux météorites. Nous avons trouvé près de 50 000 météorites en Antarctique et des centaines de milliers attendent encore d'être découvertes. Chacune de ces roches spatiales peut nous raconter une histoire sur l'évolution du système solaire. Par exemple, la toute première roche lunaire trouvée sur le continent glacé et désert a confirmé le fait qu'on pouvait trouver sur Terre des morceaux d'objets spatiaux plus gros que des astéroïdes. Imaginons que vous soyez inspiré et que vous décidiez de partir à la chasse aux météorites en Antarctique. Préparez-vous à relever de sérieux défis. Malgré leur abondance potentielle, trouver des roches spatiales n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous devrez vous rendre dans des régions reculées et il n'est même pas certain que vous puissiez trouver quoi que ce soit. Il s'agit d'ailleurs d'un très gros problème. Les météorites sont en train de disparaître. Actuellement, les scientifiques trouvent environ 1000 météorites par an en Antarctique. Mais selon une nouvelle étude, environ 5000 météorites disparaîtraient chaque année. En cause, la hausse des températures. Inquiets, les chercheurs ont créé un modèle capable de les aider à déterminer où ces météorites sont susceptibles de remonter à la surface. Ce modèle est assez complexe, car il prend en compte la couverture neigeuse, la température de surface, la vitesse d'écoulement de la glace et même l'inclinaison du terrain. Les scientifiques ont ensuite effectué des simulations dans le cadre de différents scénarios de réchauffement. Et il s'est avéré que les météorites s'enfonçaient effectivement à mesure que les températures augmentaient. La surprise des chercheurs est évidente. Ils ne s'attendaient pas à ce que le changement climatique affecte autant leur travail. Même si ces régions sont en dessous du point de congélation, notre mode de vie participe à la destruction d'une archive cruciale du système solaire. Mais revenons à votre chasse aux météorites. Si vous voulez augmenter vos chances d'en trouver une, rendez-vous au pied des montagnes où la glace, qui s'écoule habituellement vers le bas, est forcée de remonter. Et n'oubliez pas d'emporter votre coupe-vent. Dans ces endroits, des vents puissants balaient la neige en exposant une glace bleu vif. Au lieu de fondre, cette glace ancienne peut directement se transformer en vapeur d'eau. Et c'est ainsi que l'on peut découvrir des météorites qui, autrement, resteraient cachées. Mais il faut se dépêcher. Les météorites à la surface disparaissent rapidement. Même lorsque les températures sont nettement inférieures au point de congélation, les roches peuvent encore absorber une partie de la chaleur du soleil et faire fondre la glace. C'est comme si elles créaient des tunnels souterrains, ou sous-glaciaires, s'enfonçant et se dérobant à la vue de tous. Quelque temps plus tard, le régel ferme les entrées de ces tunnels, emprisonnant les météorites et rendant toute découverte impossible.
Les scientifiques admettent qu'il est très difficile de trouver des méthodes efficaces pour repérer les météorites. Et si nous ne nous dépêchons pas de mettre au point de bonnes techniques, nous risquons de perdre entre 80 000 et 250 000 roches spatiales au total. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques se soient donnés pour mission de trouver davantage de météorites. Ils se concentrent sur les zones d'échouage. Il s'agit d'endroits où les météorites s'accumulent à la surface en raison des caractéristiques géologiques, de l'écoulement de la glace et des conditions climatiques. Comme vous le savez déjà, vous pouvez trouver des météorites sur la glace bleue sans couverture neigeuse. Les météorites sont donc faciles à repérer. Mais trouver ces points chauds relève souvent du pur hasard. Ou alors, il faut passer des journées entières à éplucher des cartes et des images satellites pour tenter de repérer les zones de glace bleue situées à proximité des stations de recherche. Permettez-moi de vous présenter Véronica Tolénard, glaciologue de formation, ainsi que son équipe. Ils sont passés à la vitesse supérieure en élaborant une carte intelligente de l'Antarctique. Pour ce faire, ils ont eu recours à l'apprentissage automatique et aux données satellitaires de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres organismes. Cette carte met en évidence les zones où des météorites pourraient se cacher, sur la base de découvertes antérieures et de toutes sortes de données relatives au climat et à la glace. Apparemment, les meilleurs endroits pour trouver des météorites se trouvent aux abords du continent et près des montagnes recouvertes de glace bleue. Malheureusement, il n'y a pas que la glace bleue qui compte. La température et la vitesse d'écoulement de la glace sont également très importantes. Par exemple, si la glace s'écoule trop rapidement, les météorites sont emportées avant de pouvoir s'accumuler. Si vous voulez trouver une météorite, il vous faut donc des conditions très précises. La température de surface doit rester inférieure à moins 9 degrés Celsius presque tout le temps. Sinon, les météorites coulent. Vous pouvez commencer à chercher près des collines d'Alan. Oui, c'est là que notre amie ALH a été découverte. Cette région est une sorte de mine d'or pour les météorites, avec plus de 1000 découvertes. Mais il y a des endroits encore plus prometteurs, comme les montagnes de Fimbulaimen, où personne n'a encore fait de recherche. Vous serez peut-être le premier. Quoi qu'il en soit, grâce à cette nouvelle carte, les chercheurs ont mis au point un classement des meilleurs endroits pour la chasse aux météorites, ce qui permettra de mieux cibler les futures sorties sur le terrain. Et comme de nombreuses régions de glace bleue sont encore inexplorées, il y a des tonnes de météorites qui n'attendent que vous pour être découvertes. Alors, qu'attendez-vous ? En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili. Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézards ou de serpents, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces. Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue,
soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes. En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Langfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Langfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés, après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la Silène Stenophila. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux. Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui poussent aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines. Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique, étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud. Cependant, l'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte.
Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère. En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même année, un volcan, le Hunga Tonga, est entré en éruption, et les ondes de pression générées par cet événement ont été détectées jusque dans la rivière gelée de l'Antarctique. Cette observation illustre les interconnexions étonnantes qui lient tous les phénomènes de notre planète, même dans les régions les plus reculées. Contemplez ces vastes forêts de conifères et cette toundra verdoyante. Un véritable enchantement. Vous pourriez facilement croire qu'il s'agit du Canada, mais détrompez-vous. Nous parlons ici de l'Antarctique, tel qu'il existait il y a 34 millions d'années. Alors, comment ce lieu est-il devenu le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui ? Il apparaît qu'une combinaison de la chute des concentrations en dioxyde de carbone et d'importants bouleversements tectoniques a profondément transformé cet ancien paradis exempt de glace en un continent gelé. Il y a environ 50 millions d'années, les niveaux de CO2 atteignaient des sommets impressionnants, oscillant entre 1000 et 2000 parties par million. Toutefois, à mesure que ces concentrations ont diminué, les températures mondiales ont suivi, ouvrant ainsi la voie à la formation des vastes calottes glaciaires qui dominent aujourd'hui l'Antarctique. Pendant que les niveaux de CO2 s'effondraient, l'activité tectonique jouait également son rôle. La séparation progressive entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique a donné naissance au passage de Drake, facilitant la formation du courant circumpolaire antarctique. Ce courant puissant a agi comme une barrière, empêchant l'air chaud et les courants océaniques de pénétrer cette région et contribuant à maintenir un climat particulièrement froid. Si vous confondez l'Australie et l'Antarctique, ce n'est pas si absurde, ces deux continents formaient autrefois une seule masse terrestre. En revanche, confondre l'Autriche avec l'Australie est bien plus problématique. Et pour couper court aux rumeurs et blagues d'Internet, non, il n'existe pas en Autriche de service d'assistance destiné à ceux qui pensaient se rendre en Australie. Admirez cette splendide plage rose australienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est littéralement précieuse. Ces sables intrigants aux teintes rosées se composent en fait de grenat, une pierre précieuse couramment utilisée en joaillerie. Après avoir analysé ce sable, les géologues ont découvert que les grenats qu'il contenait étaient le plus anciens que les montagnes environnantes. Cela semble paradoxal. En réalité, tout s'explique. L'Australie n'a pas toujours été le continent isolé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Australie et l'Antarctique faisaient partie du supercontinent de Gondwana. L'érosion glaciaire a libéré des grenats, qui ont fini par se retrouver sur cette plage. Ces sables se sont formés à une époque où l'Australie méridionale était plate et soumise à un climat frais, bien avant que les montagnes n'émergent. Si la plupart des grenats sont habituellement emportés, ceux-ci ont une riche histoire, remontant aux roches glaciaires de la chaîne transantarctique. En somme, ce sable rose provient d'une ancienne chaîne de montagnes enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Non seulement la glace de l'Antarctique renferme des pierres précieuses comme le grenat, mais en y regardant de plus près, vous pourriez même découvrir des bâtiments entiers. Cela peut paraître insensé, mais c'est précisément ce qu'a réalisé un explorateur britannique du nom de Chris Brown, qui a mis au jour une structure entière sous la glace. Lors d'une expédition vers le pôle d'inaccessibilité, tout avait pourtant mal commencé. Chris et son fils ont subi une panne d'avion. C'est alors qu'ils ont repéré un buste de Lénine émergeant de la neige. Cet endroit s'est révélé être une ancienne station météorologique. Malgré les températures glaciales, Chris et son fils Mika ont pris grand plaisir à explorer cet endroit unique. Chris s'est fixé un objectif audacieux, conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre. Jusqu'à présent, il en a déjà atteint 5. Vous savez probablement déjà que l'Antarctique est le plus vaste désert de la planète, bien plus étendu que le Sahara ou le Gobi. Pourtant, en dépit de son extrême aridité, ce continent abrite une cascade pour le moins étrange.
Située dans les vallées sèches de McMurdo, cette chute d'eau, haute de 5 étages, donne l'impression de déverser de l'hémoglobine. Ce phénomène fascinant porte d'ailleurs un nom évocateur, les chutes de sang. Bien que cette cascade cramoisie puisse sembler étrange, voire inquiétante, son origine s'explique facilement. L'eau qui alimente ce phénomène était à l'origine un lac salé, mais elle a été progressivement isolée du monde extérieur par la formation de glaciers. Aujourd'hui, cette eau millénaire repose à environ 400 mètres sous la surface et a atteint une salinité 3 fois supérieure à celle de l'océan. Chargée en fer, elle ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'infiltre à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, donnant à l'eau sa teinte rouge foncée, semblable à de la rouille. On croit souvent à tort qu'aucune espèce d'insecte ne vit en Antarctique. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai, car un minuscule moucheron, connu sous le nom de Belgica antarctica, y a élu domicile. Par ailleurs, on y trouve également quelques araignées. Ces araignées ne sont pas celles que vous trouvez nichées dans les coins sombres de votre maison. Ce sont des créatures marines qui vivent dans l'obscurité glaciale des profondeurs de l'océan Antarctique. Ces arthropodes étonnants peuvent atteindre une envergure d'environ 50 cm. Comme si leur taille n'était pas déjà impressionnante, elles respirent aussi grâce à de petites ouvertures situées dans leurs pattes. Si l'on vous demande quelle couleur vous associez à l'Antarctique, vous penserez sans doute au blanc, tout comme moi. Cependant, ce continent glacé peut parfois évoquer une tranche de pastèque. Cette neige colorée doit son aspect à une micro-algue robuste appelée Chlamydomonas nivalis. Lors des mois d'été en Antarctique, lorsque les températures remontent, ces algues libèrent des spores aux teintes éclatantes de rouge et de vert, donnant à la neige des couleurs vives et surprenantes. Toutefois, il est préférable de ne pas s'en approcher, car cette neige, bien que fascinante, est également toxique et absolument impropre à la consommation. La recherche de fossiles est toujours passionnante, mais quand cela se fait dans l'un des lieux les plus isolés de la planète, l'aventure devient encore plus exaltante. Une équipe de scientifiques pluridisciplinaires a récemment réalisé une découverte exceptionnelle, ramenant plus d'1 tonne de fossiles de vie marine ancienne, de dinosaures et d'oiseaux datant de la période du Crétacé supérieur, il y a environ 71 millions d'années. Leur périple a commencé par un vol vers l'Amérique du Sud, suivi d'une traversée de 5 jours du redoutable passage de Drake. Une fois arrivés en Antarctique, ils ont établi leur campement en utilisant des hélicoptères et des bateaux pneumatiques. Vous vous demandez peut-être, pourquoi rechercher des fossiles en Antarctique, malgré la glace omniprésente? En réalité, certaines zones révèlent à des affleurements rocheux selon la saison. L'équipe s'est rendue sur l'île James Ross, située sur la péninsule antarctique, durant les mois de février et mars. Il s'agit d'une période estivale où les roches de cette région, datant parfois de l'ère des dinosaures, sont exposées. L'expédition a porté ses fruits, avec la découverte de plus d'1 tonne de fossiles remarquables. Les spécimens seront d'abord transportés au Chili, avant d'arriver au musée Carnegie d'histoire naturelle de Pittsburgh. Parmi ces découvertes, des fossiles datant d'environ 71 millions à 67 millions d'années, comprenant des escargots, des palourdes et diverses créatures marines, témoignent de la richesse de cet ancien patrimoine. Regardez ce ver marin intrigant. On pourrait imaginer qu'il vivrait à Los Angeles et deviendrait la star d'un film d'horreur, mais il préfère les eaux glaciales de l'océan austral, près de l'Antarctique. Ces vers impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et 10 cm de large. Cependant, leur apparence terrifiante est trompeuse. Des études montrent qu'ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Quant à leur tête, ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une gorge rétractable, pourvue de dents, qui leur permet de se nourrir efficacement. L'Antarctique regorge de créatures insolites et quelque peu effrayantes. Laissez-nous vous présenter le Promacocrinus fragarius. Contrairement à Patrick de Bob l'éponge, elle ressemble plutôt à une créature abyssale digne d'un film d'horreur. Imaginez, 20 bras sinueux, certains atteignant jusqu'à 20 cm, ornés de petites bosses étranges. De quoi donner des frissons? Non. En 2014, des chercheurs ont enfoui 34 sismographes sous la neige de l'immense plateforme de glace de Ross, une véritable plaque de glace de la taille du Texas, flottant sur l'océan austral. Ces appareils ingénieux ont capté un bourdonnement presque constant. Bien que ces sons, à très basse fréquence, échappent à l'ouïe humaine, les scientifiques ont réussi à les rendre audibles, et ils ont même partagé cet enregistrement étrange en ligne.
Un glaciologue de l'Université de Chicago explique que si ce bourdonnement était perceptible par nos oreilles, il évoquerait une nuée de cigales envahissant un jardin en plein été. Cependant, ces experts des glaciers ne cherchaient pas de son mystérieux, mais surveillaient la barrière de Ross, car le réchauffement climatique fait fondre la glace à une vitesse inquiétante, plus rapide encore qu'un sorbet sous le soleil estival. Les plateformes de glace jouent un rôle crucial, un peu comme des bouchons de sécurité, empêchant d'énormes masses de glace de plonger dans l'océan. Mais alors, d'où vient ce bruit incessant ? Il est probablement causé par des vents puissants balayant les dunes glacées et générant ainsi des vibrations naturelles. Les scientifiques prévoient une éruption volcanique susceptible de figurer parmi les plus dévastatrices de l'histoire humaine. La probabilité qu'un tel événement survienne au cours de ce siècle est d'1 sur 6, et ses répercussions pourraient non seulement altérer encore davantage le climat, mais également menacer des millions de vies. En janvier 2022, le volcan Hunga Tonga Hunga Ha'apai est entré en éruption dans l'océan Pacifique Sud, engendrant une explosion d'une ampleur considérable. Cette déflagration a déclenché des tsunamis qui ont atteint les côtes du Japon et d'Amérique. Les Tonga, quant à elles, ont subi des dommages d'une telle gravité qu'ils ont représenté près de 20% du produit intérieur brut du pays. Des chercheurs de l'Institut Niels Bohr de Copenhague ont analysé des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique, et leurs conclusions sont alarmantes. Une catastrophe volcanique d'ampleur mondiale pourrait se profiler. Selon eux, la probabilité d'une éruption d'une intensité 10 à 100 fois supérieure à celle des Tonga est bien réelle. Par le passé, des cataclysmes de cette envergure ont profondément bouleversé le climat et ont même conduit à l'effondrement de certaines civilisations. Bien que la menace d'éruption volcanique majeure soit avérée, les spécialistes estiment que le monde n'y est pas du tout préparé. Michael Cassidy, volcanologue à l'université de Birmingham, met en garde contre l'absence d'efforts significatifs pour anticiper une telle catastrophe. Il souligne que la NASA et d'autres agences spatiales consacrent des milliards de dollars à la protection contre les astéroïdes, alors qu'une super-éruption volcanique demeure un scénario bien plus probable. Or, à ce jour, aucun plan global n'a été élaboré pour faire face à un événement de cette ampleur, malgré les ravages qu'il pourrait provoquer. La dernière éruption de magnitude 7 recensée s'est produite en 1815 sur le mont Tambora, en Indonésie. En l'espace de quelques jours, des milliers de personnes ont perdu la vie. Cet événement a également bouleversé le climat et engendré des pénuries à l'échelle mondiale, touchant des millions d'individus. Il s'agit de la plus puissante éruption jamais enregistrée. Elle a projeté une quantité colossale de particules dans l'atmosphère, qui ont obscurci la lumière solaire, entraînant un refroidissement et plongeant le monde dans le chaos. L'année suivant l'éruption fut surnommée l'année sans été. Les températures chutèrent, les récoltes furent anéanties, la famine s'étendit et une épidémie de choléra fit des dizaines de milliers de victimes. Un détail frappant, l'éruption aurait même inspiré Mary Shelley à écrire Frankenstein alors qu'elle était contrainte de rester enfermée durant cet été anormalement froid de 1816 en Suisse. Depuis lors, de nombreux volcans sont entrés en éruption, mais aucun n'a égalé le Tambora en intensité. Plus de 2 siècles plus tard, les scientifiques alertent sur une nouvelle menace volcanique. Une super éruption pourrait être imminente et le monde pourrait ne pas y être préparé. Tandis que les chercheurs évaluent sérieusement cette probabilité, les experts réclament des mesures urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Une éruption volcanique de grande ampleur aujourd'hui pourrait s'avérer encore plus dévastatrice que l'année sans été. Contrairement à l'époque, nous sommes déjà confrontés à des bouleversements climatiques et à une fragilité accrue des systèmes mondiaux, ce qui en amplifierait les conséquences. Le docteur Michael Rampino, spécialiste en géologie, avertit que l'instabilité actuelle du monde rendrait une méga-éruption moderne encore plus catastrophique. Paradoxalement, les gaz à effet de serre issus des énergies fossiles pourraient accentuer le refroidissement post-éruption au lieu de l'atténuer. Autrement dit, l'activité volcanique pourrait représenter une menace directe pour l'humanité. Le docteur Thomas Aubry, volcanologue, a mis en évidence qu'avec une atmosphère plus chaude et instable, le dioxyde de soufre libéré par une éruption se disperserait plus vite et plus loin qu'autrefois. Ce gaz génère des aérosols de sulfate qui réfléchissent la lumière solaire et contribuent ainsi au refroidissement climatique global. Ces particules minuscules, en se dispersant plus uniformément, auraient un effet de refroidissement encore plus marqué qu'en 1815. Un autre spécialiste de l'atmosphère à Cambridge souligne que leur taille joue un rôle crucial dans l'absorption de la lumière solaire.
Dans un climat futur plus chaud, une éruption pourrait ainsi accentuer le refroidissement de surface de 15%. De nombreuses inconnues subsistent. Les chercheurs de l'Université de Genève estiment que nous ne faisons que commencer à mesurer l'ampleur des effets d'un tel phénomène. De plus, l'estimation des risques d'éruptions futures reste difficile, faute de données précises sur les événements volcaniques anciens. Pour retracer l'activité volcanique passée, les scientifiques étudient les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, ainsi que les cernes des arbres anciens, véritables archives des variations climatiques. Ces analyses révèlent que plusieurs éruptions survenues au cours des derniers millénaires ont temporairement refroidi la planète d'1 à 1,5 degré. L'une des éruptions les plus dévastatrices fut celle du Samalas, en 1257, en Indonésie, dont la puissance aurait déclenché le petit âge glaciaire, période de refroidissement global ayant duré plusieurs siècles. Plus récemment, l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines a entraîné un léger refroidissement terrestre durant quelques années. Grâce aux satellites, les scientifiques ont pu mesurer avec précision la quantité de dioxyde de soufre libérée et son impact atmosphérique. En dépit des technologies modernes, satellites et instruments sismiques, prévoir la prochaine grande éruption reste un défi. Toutefois, même sans pouvoir en déterminer le moment exact, il est possible d'étudier des scénarios extrêmes afin d'aider les autorités à anticiper la crise. Cela implique notamment l'élaboration de plans d'évacuation et la constitution de réserves alimentaires pour faire face aux éventuelles pertes de récoltes causées par un refroidissement global. L'altération des régimes météorologiques pourrait accroître l'activité volcanique. La fonte des glaciers allège la pression exercée sur le magma souterrain, augmentant ainsi le risque d'éruption. Par ailleurs, la recrudescence de violentes précipitations favorise l'infiltration de l'eau dans les failles volcaniques, ce qui peut engendrer de violentes explosions provoquées par la vapeur. Ce phénomène concerne aussi bien les volcans actifs que ceux en sommeil. Face à ces dangers, les scientifiques établissent une cartographie des volcans les plus sensibles au changement climatique. Leurs analyses révèlent que les supervolcans les plus menaçants se situent en Islande, au Chili et en Indonésie, des régions où les glaciers fondent rapidement ou où les précipitations augmentent de façon spectaculaire. Une étude de 2022 a identifié 716 volcans à travers le monde, soit environ 58% des volcans émergés et actifs connus, susceptibles d'être agités par des précipitations extrêmes, ce qui pourrait accroître le risque d'une nouvelle petite ère glaciaire. Revenons maintenant à l'éruption du Hunga Hunga Ha'apai, survenue le 15 janvier 2022. Les scientifiques ont confirmé qu'elle a généré le panache volcanique le plus haut jamais enregistré. Ce volcan sous-marin du Pacifique Sud a projeté un nuage de cendres à 57 000 mètres d'altitude, surpassant toutes les éruptions précédemment documentées. Ce qui rend cet événement encore plus exceptionnel, c'est qu'il s'agit du premier panache volcanique à atteindre la mésosphère, troisième couche de l'atmosphère terrestre. Cette zone, située à partir de 50 000 mètres d'altitude, est celle où les météores se consument et donnent naissance aux étoiles filantes. Pour déterminer la hauteur du panache, des chercheurs de l'université d'Oxford et de RAL Space ont exploité les données de 3 satellites météo géostationnaires. Jusqu'alors, le record était détenu par l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines, dont le panache avait culminé à 40 000 mètres. Il est intéressant de noter que ce type de mesure n'est réalisable que grâce aux avancées récentes en matière de satellites, et qu'il y a encore 10 ans, une telle analyse aurait été impossible. Un autre volcan à surveiller de près en raison de son potentiel destructeur se trouve sur la péninsule islandaise de Reykjanes. Sa dernière éruption, survenue en novembre 2024, a entraîné l'évacuation des zones environnantes. L'activité volcanique a débuté peu après 23 heures, sans grand signe avant-coureur, libérant une coulée de lave orange à partir d'une fissure longue de 3 km. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'une 50aine de maisons, ainsi que du complexe thermal de Blue Lagoon, une destination touristique prisée au sud-ouest de Reykjavik. Bien que le trafic aérien n'ait pas été perturbé, les autorités ont néanmoins alerté sur la dispersion de gaz potentiellement toxiques dans certaines zones de la péninsule, notamment aux abords de la ville de Grindavik. Cette localité de 3800 habitants a été maintes fois confrontée à une activité volcanique et a subi par le passé des éruptions qui ont endommagé ses infrastructures et contraint ses habitants à évacuer. Ainsi, en août 2024, une fissure de 3800 mètres s'est ouverte au niveau du cratère de Sund-Núpsgígar, près de Grindavik, forçant les autorités à décréter l'état d'urgence alors que la lave se répandait dans plusieurs directions.
Heureusement, les services météorologiques islandais ont indiqué que cette dernière éruption était nettement moins importante que celle survenue en août. Des géophysiciens ont effectué des relevés aériens et constaté que l'intensité de l'événement était moindre comparée aux précédentes éruptions. Pour l'instant, Grindavik n'est pas en danger immédiat, mais une reprise de l'activité ne peut être écartée. Les chercheurs estiment en effet que de nouvelles éruptions volcaniques sont à prévoir. Ça semble idyllique, un vaste champ vert avec des falaises de granit en arrière-plan et une rivière traversant le paysage. Vous pouvez voir des oiseaux volants et des gens pique-niquant, mais soudain, un cri perce les rires. Non, vous n'êtes pas en train de regarder un film d'horreur. C'est ce qui est arrivé à un visiteur qui a trouvé une main coupée dans le parc national de Yosemite. Se retrouver sur des scènes de crimes dans les parcs nationaux est malheureusement plus courant que vous ne le pensez. Yosemite, par exemple, détient un record d'enquête policière, en faisant le deuxième parc le plus dangereux aux États-Unis. Non seulement cela, mais c'est aussi un endroit immense, plus grand que certains pays, comme Samoa ou le Luxembourg. Vous pouvez comprendre pourquoi c'est un endroit idéal pour finir en photo de personnes disparues sur une boîte de lait. Parmi toutes les personnes portées disparues à Yosemite, le cas de Patricia Mary Hicks est, je pense, le plus troublant. Vous vous souvenez de la main que j'ai mentionnée? Eh bien, elle a été retrouvée en 1983 à Summit Meadow par un visiteur. La police a essayé de trouver plus d'indices concernant cette preuve d'un crime, mais l'affaire s'est finalement refroidie. En 1988, un crâne a été découvert, mais encore une fois, l'enquête s'est enlisée. Ce n'est qu'en 2021, grâce à un test de généalogie génétique, que la police a enfin pu confirmer qu'il s'agissait bien des restes de Patricia, une femme portée disparue depuis 1982. Cependant, toutes les personnes disparues ne laissent pas de traces. C'est le cas de Sandra Johnson Hughes, vue pour la dernière fois en juillet 2020. Sandra campait seule dans la Sierra National Forest voisine lorsqu'elle a eu un accident avec son véhicule. Des passants ont offert de l'aide, mais pour une raison étrange, elle l'a refusé. C'était la dernière fois que quelqu'un l'a vue. Toutes ses affaires étaient encore à son campement, à l'exception de son sac de couchage, retrouvé à 4 km au nord de l'endroit où elle a eu son accident. Sandra n'est pas la seule personne encore recherchée par la police. En fait, il y a plus de 30 affaires non résolues de personnes disparues, rien qu'à Yosemite. Y compris une personne qui s'est séparée de son groupe en 2011, au sommet des Upper Yosemite Falls. Un homme disparu depuis 1972. Et même une personne qui a disparu il y a 116 ans. Dans la plupart des cas, les disparitions de personnes se produisent dans des circonstances moins sombres que celles impliquant Patricia Hicks, par exemple. Mais cela ne rend pas ces cas moins tragiques. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens disparaissent? Tout d'abord, le parc Yosemite abrite 9 cascades, dont la plus grande d'Amérique du Nord, culminant à près de 762 mètres. De nombreuses personnes aiment le visiter pour faire de la pêche, du kayak et des randonnées. Cependant, la vitesse du courant d'eau augmente près des chutes d'eau, et tomber d'une cascade n'est pas une aventure à la Woody Woodpecker. Vous vous retrouverez coincé dans un puissant tourbillon, ou aurez une rencontre désagréable avec des rochers, probablement très violentes. Une autre raison, naturelle, pourrait être que la Californie centrale est sujette à des tempêtes extrêmes, qui peuvent faire monter brusquement le niveau de la rivière et même former des trombes d'eau. Une autre attraction célèbre dans le parc national de Yosemite est les montagnes. Il y a plus de 10 sites populaires avec des hauteurs allant de 1219 mètres à 3307 mètres. Certaines montagnes sont si hautes que les grimpeurs doivent passer la nuit dans un campement de fortune à mi-chemin du mur de granit. C'est assez populaire. Et même si un permis spécial est nécessaire pour ce type d'escalade, il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour grimper des montagnes plus petites. Cela explique pourquoi tant de personnes se blessent en tombant de hauts lieux. De plus, l'escalade cause des dommages permanents aux montagnes, et la vallée est sujette aux éboulements rocheux. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous êtes terrifié par l'escalade, la deuxième meilleure option est la randonnée, qui se trouve justement être la raison numéro 1 pour laquelle les gens tombent en premier lieu. Les randonnées à Yosemite sont parmi les plus difficiles en Californie, et vous pouvez parier qu'un randonneur expérimenté peut aussi commettre une erreur et se perdre. En 2024, par exemple, le corps d'un ancien garde forestier et randonneur professionnel, Kirk S. Thomas Olsen, a été retrouvé après qu'il ait tenté de s'aventurer sur un sentier particulièrement compliqué. Grace Roloff, âgée de 20 ans,
a également perdu la vie en 2024 après avoir glissé et être tombé en descendant les câbles d'escalade de Half Dome lors d'un orage soudain. Et enfin, les animaux. Environ 300 espèces distinctes vivent à Yosemite et devinez quoi? Les animaux sauvages ne sont pas vos animaux de compagnie. Si vous n'avez pas de chance, vous pourriez vous aventurer dans un repère de lions de montagne, ce qui est déjà suffisamment mauvais, étant donné que ces animaux sont du genre à traquer leur proie en silence. Pas une façon amusante de mourir. Mais ceux dont vous devriez vraiment avoir peur sont les ours noirs. Ils mangent généralement seulement de l'herbe haute et des baies, mais ils entreront par effraction dans votre voiture, tente ou loge s'ils sentent de la nourriture. Et contrairement aux cougars, les ours noirs n'ont pas peur des humains. Maintenant, le service des parcs nationaux précise que le sauvetage n'est pas garanti et que vous devez être prêt à vous sortir de toutes les situations difficiles dans lesquelles vous vous trouvez. Mais comment faire cela, pourriez-vous demander? Eh bien, voici quelques conseils d'experts pour éviter de se retrouver dans une situation délicate. Tout d'abord, essayez de ne pas partir en voyage en solo. Si vous souhaitez vraiment avoir un moment pour vous, informez les autres de vos projets, vraiment tous. La plupart de ces personnes ont disparu parce que leur famille n'était pas au courant de leurs projets. Deuxièmement, emportez toujours un sac de secours avec des articles tels qu'une lampe de poche, une boussole, un couteau, un outil multifonction, une paracorde et une couverture thermique. Rappelez-vous, vous n'êtes pas Bear Grylls, et la vie réelle n'est pas un épisode amusant de Naked and Afraid. Bien que, si vous ne faites pas attention, vous pourriez bien finir comme ça. La chaleur est également un gros problème à Yosemite, alors restez hydraté et partez en randonnée pendant les moments plus frais de la journée. Sérieusement, buvez de l'eau. Le manque d'eau et de nourriture peut entraîner une désorientation, un symptôme fatal si vous êtes littéralement au milieu de nulle part. Mais je visite Yosemite en hiver. Eh bien, c'est encore une raison supplémentaire de maintenir vos niveaux d'eau et de nourriture, car vous brûlez plus de calories en marchant dans la neige. L'experte en survie Jessie Krebs recommande également d'emporter toujours un sifflet avec vous si vous avez besoin d'appeler à l'aide, surtout si vous n'avez pas bien planifié votre voyage, ce qui est une énorme erreur. La nature sauvage n'est pas un endroit où l'on peut beaucoup improviser, je le crains. Maintenant, en ce qui concerne les randonnées, certaines sont si raides qu'elles nécessitent une voie câblée pour aider les randonneurs. Si les câbles sont retirés pour une raison quelconque, évitez ces zones. Et ne comptez pas sur Internet ou les services téléphoniques pour communiquer avec les autres si vous vous trouvez en danger, car la connexion dans les parcs n'est généralement pas particulièrement bonne. Oh, et ne nourrissez pas et n'interagissez pas avec la faune. Je sais que les ours ont une forme amicale, mais malheureusement, ils ne sont pas vos amis. Apprenez à stocker votre nourriture en toute sécurité pour que les animaux sauvages ne dérangent pas votre camp et ne les nourrissez pas. En cas de non-respect, le parc pourrait vous infliger une amende de 5 000 $. Également, soyez prudent quant à l'endroit et la manière dont vous conduisez. Les accidents de voiture sont la deuxième cause la plus courante pour laquelle les gens ont besoin d'une assistance médicale dans les parcs nationaux. Alors, utilisez des chaînes à neige pendant les périodes glacées, portez votre ceinture de sécurité et ne conduisez pas comme si vous étiez Dominique Toretto. Et juste au cas où je ne l'aurais pas assez souligné, faites attention au temps. Non seulement parce que les cours d'eau sont dangereux, mais aussi parce que les éclairs sont fréquents à Yosemite. Un éclair pourrait ne pas vous frapper directement, mais il peut frapper un arbre, provoquant un incendie ou le faisant tomber. Un orage peut déclencher des glissements de terrain ou rendre une ascension glissante, comme cela est arrivé à Grace Roloff. Et enfin, soyez prudent avec les inconnus, d'accord? N'oubliez pas, étranger rime avec danger, etc. Eh bien, c'était sûrement amusant, léger et pas du tout terrifiant, n'est-ce pas? J'espère que maintenant, vous serez méfiant envers les inconnus, la nature et tout ce qui se trouve entre les deux. Restez en sécurité, soyez intelligents à ce sujet et profitez du parc. La peur de l'océan est une crainte parfaitement légitime, inscrite dans nos gènes. Autrefois, les humains devaient éviter certains dangers, qu'il s'agisse de grands prédateurs ou d'eau profonde, pour assurer leur survie. Par ailleurs, nous n'avons exploré que 5% des océans, ce qui signifie que nul ne sait vraiment quelles créatures ou phénomènes pourraient en s'y cacher. Qui dans des circonstances ordinaires, une GoPro reste une simple caméra, mais la découvrir au fond d'une fosse de 120 mètres, perdue au cœur de la mer des Caraïbes, a de quoi glacer le sang. Certes, cette profondeur peut sembler modeste, mais un plongeur amateur ne dépasse généralement pas les 18 à 30 mètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un professionnel aguerri. Imaginons néanmoins que vous soyez parvenu jusqu'à ce gouffre et ayez récupéré cette GoPro. Vous n'auriez pas survécu pour autant. En effet,
Dans cette cavité précise, une couche de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement toxique et à l'odeur pestilentielle, se forme dès 90 mètres de profondeur. Or, l'appareil se trouvait encore 30 mètres plus bas, aux côtés de ses propriétaires, 2 explorateurs depuis longtemps disparus. À ce jour, rares sont ceux qui ont réussi à s'aventurer à une telle profondeur et à en ressortir indemnes. En réalité, ce n'est qu'au moyen de sous-marins que ces dépouilles ont pu être retrouvées. Vous vous demandez sans doute ce que contenait la GoPro. Dans de telles histoires, on s'attend souvent à des indices troublants. Pourtant, elle ne renfermait que des souvenirs heureux, immortalisant les bons moments vécus par ces explorateurs au cours de leur voyage. Une conclusion mélancolique à ce périple. Les abysses abritent également des créatures à l'apparence quasi irréelle, mais d'une manière à la fois fascinante et singulière, comme l'éponge extraterrestre. Ce curieux spécimen a été observé pour la première fois en 2016, près de la fosse des Mariannes. Il appartient à un écosystème surnommé la forêt de l'étrange, un sobriquet qui ne fait que renforcer son caractère intrigant. Ce qui le rend encore plus singulier, c'est la présence de 2 petites ouvertures, rappelant des yeux, et lui donnant l'allure d'une créature en train d'épier les alentours. Un autre détail surprenant, son squelette est entièrement composé de verre. Si les cafards vous terrifient, prenez une profonde inspiration avant de poursuivre. Prêt? Bien, car au fond de l'océan, il existe plus de 20 espèces distinctes de grands isopodes, des créatures semblables à des scarabées, pouvant atteindre 36 cm de long. Effrayant, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, ces animaux ne font qu'arpenter les abysses en quête de nourriture, à moins que vous ne plongiez à plus de 2000 mètres de profondeur, ce qui, comme nous l'avons vu, est irréalisable, vous ne risquez pas d'en croiser. Malgré son nom digne d'un film d'épouvante, le cténophore au ventre sanglant est en réalité une créature fascinante que l'on peut également rencontrer dans les profondeurs marines. Elle évolue entre 250 et 1500 mètres sous la surface, dans les tréfonds de la zone crépusculaire, bien loin des eaux où vous avez l'habitude de barboter. Ce qui rend cette méduse si unique, c'est sa teinte particulière. Dans cette zone où la lumière est presque inexistante, nombre d'espèces adoptent des stratégies d'adaptation, certaines émettant une faible lueur, à l'image de la baudroie, tandis que d'autres optent pour le camouflage. Cette méduse, quant à elle, arbore un rouge profond, rendant son estomac invisible aux autres prédateurs lorsqu'elle digère des proies colorées et bioluminescentes. Elle possède également une rangée de peignes qui diffusent une splendide lumière iridescente, sublime et redoutable. L'homme a lui aussi laissé son empreinte dans cet univers étrange qu'est le fond des océans. Selon l'endroit où vous plongez, vous pourriez tomber sur des fragments de moteurs de fusée ayant servi au programme Apollo. Lorsqu'une fusée est propulsée dans l'espace, certaines parties sont larguées dans la mer une fois le carburant épuisé, afin d'alléger l'appareil. L'un des moteurs de la fusée Apollo 11, celle qui a permis aux premiers humains de marcher sur la Lune, a d'ailleurs été retrouvé au fond de l'océan plus de 40 ans après son lancement. Il est désormais exposé au Museum of Flight de Seattle. Quand l'espace ne vous passionne pas d'inquiétude, il y a aussi de quoi captiver les amateurs de la piste de l'Oregon. 2 locomotives du 19e siècle reposent sous 27 mètres d'eau au large des côtes du New Jersey. Ces machines, datant des années 1850, ont probablement été précipitées dans l'océan à la suite d'une violente tempête ou volontairement jetées par-dessus bord pour alléger le navire qui les transportait et éviter son naufrage. La plupart de ces découvertes sont accessibles uniquement en plongée, mais rassurez-vous, même si l'idée des profondeurs marines vous effraie, vous pouvez tomber sur des phénomènes étranges rien qu'en vous promenant sur la plage. Prenez ces téléphones Garfield, échoués sur les côtes bretonnes. Depuis les années 80, on assiste à des apparitions récurrentes du célèbre matou. Et il aura fallu près de 30 ans pour qu'un agriculteur de Portsmouth, nommé René Morvan, apporte une explication toute simple. Un conteneur rempli de produits dérivés de Garfield s'est perdu en mer avant de finir sa course dans une grotte marine. Il y a fort à parier que le sourire figé de ces téléphones continue de hanter les habitants de la région. Tout comme une tempête a révélé le mystère des téléphones Garfield, un autre phénomène similaire a mis au jour des épaves de navires engloutis depuis plus de 6 siècles. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un récit à la Titanic, mais d'une intrigue digne de pirates des Caraïbes. Lorsque la tempête a charrié ces vieux navires, les autorités de Césarée ont mis la main sur un véritable trésor comprenant 2000 pièces d'or, ainsi que des pièces d'argent et de bronze, des pierres précieuses et des bijoux.
Un butin digne des plus grands récits de pirates. Mais ne vous faites pas d'illusions. Bien que les zones archéologiques sous-marines de la région soient accessibles aux plongeurs, ces richesses sont conservées en lieu sûr, dans un musée. En parlant de pirates, une autre curiosité sommeille sous l'océan. La cité engloutie de Port-Royal, en Jamaïque. En 1692, la ville a été frappée par un séisme dévastateur, suivi d'un tsunami. Un enchaînement catastrophique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce vestige historique peut encore être exploré aujourd'hui, à condition de plonger sous l'eau. Et ce n'est pas la seule ville submergée à travers le monde. On peut également citer Tonis Héracléon, en Égypte, qui repose non pas au fond de l'océan, mais à l'embouchure du Nil. Il y a aussi Baïs, une cité romaine construite au-dessus d'un supervolcan. Vous pourriez penser qu'elle a subi le même sort que Pompéi, mais en réalité, le sol s'est lentement affaissé, précipitant la ville tout entière sous les eaux. 1. Avez-vous déjà entendu parler de ces mystérieux cercles sous-marins ? En 1995, des plongeurs au Japon ont découvert des motifs parfaitement ronds dessinés dans le sable, mesurant 1,80 m de diamètre et évoquant les cercles énigmatiques des récits de science-fiction. Les scientifiques sont longtemps restés perplexes quant à leur origine, jusqu'à ce qu'ils surprennent le responsable en pleine action. Un minuscule poisson globe mâle, d'à peine 10 cm de long. Ce petit poisson utilise son corps et ses nageoires pour tracer des cercles et des motifs sinueux. Puis il embellit son œuvre de coquillages et de coraux. Ce travail minutieux lui prend environ une semaine. Tout cet effort fait partie d'un rituel de reproduction. Si une femelle est séduite par cette création artistique, elle déposera ses œufs en plein centre. La forme circulaire de ces motifs sous-marins permet en réalité de canaliser de l'eau douce vers le centre, créant ainsi des conditions idéales pour le développement des œufs. Effet surprenant, après la ponte, la femelle s'en va, laissant au mâle le soin de veiller sur leur progéniture. 11. Si les poissons ne vous passionnent pas, voici une autre curiosité. Une cargaison de jouets de bain comprenant des canards en caoutchouc, des tortues, des castors et des grenouilles. 28 000 d'entre eux se sont retrouvés à la dérive. Initialement destinés aux États-Unis depuis la Chine, ces jouets ont connu un sort semblable à celui des téléphones Garfield. Une tempête survenue en 1992 les a dispersés à travers le Pacifique Nord. Certains ont mis plus d'une décennie à atteindre le Royaume-Uni en 2007, tandis que d'autres, plus aventureux, ont poursuivi leur périple jusqu'en Australie, en Indonésie, au Chili, à Hawaï et même en Alaska. Avez-vous déjà découvert un objet insolite échoué sur une plage ? Dites-nous tout dans les commentaires, et à la prochaine fois. Vous vous prélassez sur le pont du navire quand une masse blanchâtre et grise apparaît à l'horizon. À la manière d'un cauchemar ou d'un film d'épouvante, une étrange brume approche lentement du bâtiment. Elle semble sans fin, impossible de distinguer où elle débute et s'achève. En un rien de temps, le bateau paraît minuscule, perdu dans une mer de glace. C'est alors que vous comprenez, ce n'est pas le brouillard, mais un iceberg, et votre navire est sur le point de connaître le même sort que le Titanic. Ce genre de scène est d'ailleurs tout à fait plausible, car le plus grand iceberg au monde, dénommé A23A, s'est remis en mouvement après être resté prisonnier plusieurs mois d'un gigantesque tourbillon océanique. C'est la seconde fois, en quelques années seulement, que ce colosse de glace parvient à se libérer. La première remonte à 2023. Après être resté échoué sur le fond marin pendant pas moins de 37 ans, l'iceberg s'était mis à errer au gré des courants. Il couvre une surface équivalente à 3 fois celle de New York. Son poids avoisine également les 1000 milliards de tonnes. Ce monstre glacé s'est détaché pour la première fois de la plateforme glaciaire de Filchner, en Antarctique, en 1986. Mais au lieu de dériver, il s'est immobilisé sur les hauts fonds, à une faible distance de son point de rupture. Il a ainsi fondu beaucoup plus lentement que la majorité des icebergs. C'est en décembre 2023 qu'A23A s'est enfin libéré pour de bon, entamant une lente dérive loin de l'Antarctique. Cependant, sa course a rapidement été interrompue. Il s'est retrouvé coincé non loin des îles Orcades du Sud, pris au piège dans ce qu'on appelle une colonne de Taylor. Un tourbillon gigantesque, qui se forme lorsque les courants marins circulent autour d'une montagne sous-marine. À un moment donné, l'iceberg tournait sur lui-même d'environ 15 degrés par jour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais depuis le 13 décembre 2024, A23A est parvenu à s'extraire de cette colonne de Taylor et se déplace à nouveau. Les scientifiques observent attentivement son parcours, curieux de savoir s'il empruntera la même trajectoire que d'autres icebergs ou s'il suivra une route inédite.
Des icebergs aussi gigantesques que l'A23A libèrent des nutriments dans les eaux environnantes lorsqu'ils fondent. Ce phénomène peut en fait créer des foyers de vie dans des zones océaniques habituellement désertes. Pourtant, il reste encore beaucoup à comprendre sur la manière dont les caractéristiques telles que la taille, la forme ou l'origine d'un iceberg influencent ce processus. Pour en apprendre davantage, les chercheurs ont commencé à collecter des échantillons d'eau des zones qu'A23 est susceptible de traverser. Et ils continueront à en prélever tout au long de sa dérive, en espérant que cela nous permettra de mieux saisir l'impact des icebergs massifs sur les écosystèmes marins alentours. Au fait, le glacier auquel notre colosse appartenait pourrait être d'une ancienneté remarquable, littéralement millénaire. En Antarctique, la glace la plus ancienne pourrait dater de près d'1 million d'années. Au Groenland, elle atteint plus de 100 000 ans. Tandis qu'en Alaska, la plus ancienne glace glaciaire jamais récupérée, découverte dans un bassin entre le mont Bonnat et le mont Churchill, n'a qu'environ 30 000 ans. Un bambin à côté des autres. Parallèlement, dans un glacier de vallée typique de l'Alaska, il ne faut qu'environ 100 ans pour que la glace récemment formée traverse l'intégralité du glacier. Quant au glacier Bering, le plus vaste de cet état, avec ses 225 km de long, sa glace parvient à le traverser en moins de 400 ans. Voilà qui témoigne du mouvement constant d'un glacier d'une telle ampleur. Passons maintenant à l'allée des icebergs, un tronçon de l'océan Atlantique qui relie l'Arctique à Terre-Neuve. Si vous rêvez de voir une multitude d'icebergs, c'est là qu'il faut vous rendre. Chaque année, d'innombrables blocs de glace traversent cette région, la majorité en provenance du Groenland. Au printemps et en été, de larges fragments de glaciers se détachent et sont acheminés par les courants nord-sud, traversant la baie de Baffin pour atteindre la mer du Labrador, où ils finissent de parfondre. Certains proviennent également des côtes canadiennes, empruntant le détroit de Davis avant de dériver vers la mer du Labrador et longer les côtes est et ouest de Terre-Neuve. Ces énormes blocs de glace sont également très anciens, datant d'environ 10 000 ans. Chaque année, entre 400 et 800 icebergs de taille moyenne à grande traversent l'allée des icebergs. La vitesse de leur dérive dépend de leur volume, de leur forme, des courants, des vagues et du vent. Mais la vitesse moyenne reste inférieure à 600 mètres à l'heure. Il existe 6 types d'icebergs traversant l'allée. Les icebergs tabulaires sont de grandes plaques de glace, bien plus larges que hautes. Les icebergs trapus ont des bords abrupts et des angles acérés, semblables à des pyramides tronquées. Les icebergs biseautés possèdent un côté raide et une pente inclinée. Les icebergs en dôme ont un sommet arrondi. Les icebergs pointus ont un ou plusieurs sommets escarpés. Enfin, les icebergs érodés prennent la forme d'un U, avec une section évidée. Tous sont impressionnants. Laissez-nous savoir en commentaire lequel est votre préféré. Quoi qu'il en soit, à mesure que ces icebergs dérivent vers le sud, l'eau plus chaude accélère leur fonte, ce qui les rend imprévisibles, parfois même dangereux. Aujourd'hui, les satellites suivent les icebergs de taille grande et moyenne pour éviter les accidents. Mais les plus réduits restent un danger pour les petites embarcations. En 2018, un iceberg a fait les gros titres lorsqu'il s'est approché de manière inhabituelle du village de Ferryland à Terre-Neuve. Les photos montrant ce gigantesque iceberg dominant les maisons du village ont fait le tour du web. Il s'est retrouvé coincé dans 100 mètres d'eau, une zone bien trop peu profonde pour sa taille colossale. Et maintenant, je vais vous emmener dans un voyage étonnant à travers le passé pour assister à la naissance de quelque chose de magnifique et d'une grande tragédie. Son existence même a conduit à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire. Regardez, un immense bloc de glace se détache d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. Il est composé de neige tombée il y a plus de 1700 ans, à l'époque où les mammouths erraient encore sur la Terre. L'énorme iceberg débute son long périple. Il mesure plus de 520 mètres de long et pèse 75 millions de tonnes. Malgré sa taille, il reste relativement paisible et s'éloigne des navires ainsi que des principales voies maritimes proches de son glacier natal. Cependant, il commence à dériver vers le sud, bien plus loin que la plupart des icebergs. En général, des blocs comme celui-ci fondent bien avant de parvenir dans des eaux aussi chaudes. Parmi les 15 000 à 3 000 icebergs qui se détachent des glaciers et du Groenland chaque année, seuls 1% environ parviennent jusqu'à l'Atlantique. La trajectoire exceptionnelle de cet iceberg, qui atteint plus de 8000 km au sud du cercle arctique en avril, le rend véritablement unique. Même après plusieurs mois de fonte, ce bloc de glace reste d'une taille impressionnante. Il pèse environ 1,5 million de tonnes, soit près de 2 fois le poids du pont du Golden Gate. Au-dessus de l'eau, sa partie visible s'élève à plus de 30 mètres. Mais, comme la plupart des icebergs,
la majorité de sa masse, environ 90%, demeure sous la surface. L'histoire de cet iceberg prend une tournure tragique le 14 avril 1912, lorsque, devinez quoi? Eh oui, il croise le paquebot Titanic. Le navire se trouve à environ 600 km de Terre-Neuve dans l'océan Atlantique Nord, lorsque l'iceberg semble surgir de nulle part. L'équipage ne le repère que quelques minutes avant la collision. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu plus tôt? Une excellente question. La plupart des gens imaginent les icebergs comme de grands blocs de glace d'un blanc éclatant, souvent recouverts de neige. Pourtant, en réalité, les icebergs existent sous une multitude de couleurs. Certains présentent des rayures, des motifs, ou même des tourbillons semblables à des bonbons. Et il est même possible qu'ils soient noirs. Un iceberg peut devenir noir de deux manières. Lorsque la glace est extrêmement pure, sans bulles ni fissures, elle absorbe toute la lumière au lieu de la renvoyer, ce qui lui donne une apparence sombre. Une autre possibilité est qu'une éruption volcanique recouvre un glacier de cendres. Si un morceau de ce glacier se détache, il peut revêtir une teinte noire. Les chercheurs ne sont toujours pas certains de la raison pour laquelle l'iceberg du Titanic semblait sombre, ou même si c'était réellement le cas. Cependant, la vigie a affirmé qu'il paraissait noir. Un autre matelot l'a décrit comme gris ou gris foncé. Une hypothèse suggère que ce bloc ait pu être un iceberg noir, formé lorsque la partie supérieure fond, ce qui entraîne un basculement de l'iceberg. Si la partie inférieure est suffisamment lisse pour absorber la lumière, il apparaît alors sombre. Cependant, même si l'iceberg n'était pas véritablement noir, la nuit a certainement dû compliquer sa détection. Les icebergs réfléchissent peu la lumière, notamment lorsqu'ils sont irréguliers ou verticaux. Ils se fondent alors dans l'océan sombre et scintillant. Sans radar, il est extrêmement difficile de repérer un iceberg la nuit, ce qui explique probablement pourquoi l'équipage du Titanic ne l'a pas aperçu à temps. Une théorie provocante suggère que la mystérieuse comète Oumuamua pourrait être une sonde de von Neumann, un vaisseau spatial extraterrestre équipé de moteurs défectueux, errant sans contrôle à travers notre système solaire. Bien que cette idée soit troublante, il convient tout d'abord de préciser ce qu'est une sonde de von Neumann. Le mathématicien John von Neumann a introduit le concept de vaisseaux spatiaux capables de se répliquer eux-mêmes, imitant ainsi certaines caractéristiques des organismes vivants ou des virus. Ces vaisseaux hypothétiques, rapidement surnommés sondes de von Neumann, étaient envisagés comme une solution efficace pour accomplir des tâches à grande échelle, telles que l'exploitation des ressources des ceintures d'astéroïdes ou des lunes. Von Neumann estimait que leur capacité de reproduction exponentielle pourrait constituer un atout considérable pour leurs concepteurs. En théorie, une sonde autoréplicante pourrait être envoyée dans un système planétaire voisin afin d'y identifier des ressources. Ces matériaux, prélevés sur des lunes, des astéroïdes ou des géantes gazeuses, serviraient ensuite à fabriquer des copies de la sonde elle-même. Ces copies seraient à leur tour envoyées vers d'autres systèmes planétaires, tandis que la sonde d'origine continuerait à remplir son objectif principal au sein du système stellaire dont elle est issue. Ce modèle reproduit indéniablement les mécanismes de reproduction des bactéries, ce qui conduit certains experts à considérer que les machines de von Neumann pourraient être perçues comme une forme de vie artificielle. Par ailleurs, une théorie avance qu'un vaisseau spatial autoréplicant pourrait coloniser une galaxie de la taille de la Voie lactée en à peine un demi-million d'années, même en se limitant à des méthodes conventionnelles de voyage interstellaire. Autrement dit, il n'aurait pas besoin de recourir à une propulsion hypothétique dépassant la vitesse de la lumière. En 1981, le physicien, mathématicien et cosmologiste Frank Tipler a avancé l'idée que l'intelligence extraterrestre ne pouvait exister au motif que personne n'avait jamais observé de sonde de von Neumann. En supposant un rythme de réplication modéré, ces sondes devraient déjà être largement répandues dans l'univers. Leur absence d'observation soulève donc une question troublante. Cela pourrait-il signifier que l'intelligence extraterrestre n'existe pas? Les astronomes Carl Sagan et William Newman ont apporté une réponse aux arguments de Tipler. Ils ont suggéré que ce dernier avait peut-être surestimé les taux de réplication possibles. Si ces sondes de von Neumann existaient, elles auraient déjà consommé une part significative de la masse de notre galaxie. Cela amène à penser que toute civilisation avancée éviterait délibérément de créer de telles sondes, ou s'efforcerait de les neutraliser dès leur détection. Une autre hypothèse avancée pour expliquer leur absence est que les civilisations capables de concevoir de tels dispositifs s'éteindraient vraisemblablement avant même de parvenir à les concevoir. En tout état de cause, la capacité présumée des sondes de von Neumann semble peu réaliste. Mais alors,
Comment interpréter Oumuamua? Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils d'imagerie avancés pour étudier une immense comète en forme de cigare, qui pourrait être, ou non, une sonde extraterrestre. Une hypothèse évoque qu'il s'agirait d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation inconnue, dont les moteurs seraient défectueux, dérivant ainsi à travers notre système solaire. Si tel était le cas, cet objet pourrait s'apparenter à une sonde de von Neumann. Le docteur Jason Wright, de l'université de Penn State, suggère qu'un vaisseau extraterrestre en panne pourrait adopter un comportement similaire à celui d'Oumuamua. Contrairement aux autres corps célestes, ce mystérieux voyageur de l'espace, mesurant environ 400 mètres de long pour 36 mètres de large, ne suit pas une trajectoire classique. Il semble tourbillonner à travers notre système solaire, se déplaçant actuellement à une vitesse d'environ 320 000 km/h. Dans son blog, le Dr Wright explique qu'un tel appareil, s'il était abandonné et incapable de quitter la galaxie, pourrait se thermaliser avec les étoiles environnantes, dérivant alors comme une comète ou un astéroïde interstellaire. Perte de contrôle d'attitude et rotation aléatoire deviendraient des signes distinctifs, le différenciant des astéroïdes classiques. Par ailleurs, même si ces systèmes de propulsion étaient hors service, ces émetteurs radio pourraient encore fonctionner. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pour l'instant que d'une théorie nécessitant des recherches approfondies. Selon vous, Oumuamua est-il simplement un objet rocheux ou une véritable sonde extraterrestre? Imaginez que vous puissiez voyager dans l'univers en vous laissant porter par de la poussière spatiale, des météoroïdes, des comètes ou même des planètes errantes. Ne serait-ce pas incroyablement cool? Cette idée est connue sous le nom de panspermie. Elle a captivé les esprits pendant des siècles, mais malgré son attrait, elle n'a pas beaucoup gagné en popularité auprès des scientifiques classiques. Cela s'explique principalement par le fait qu'elle n'explique pas comment la vie est apparue et qu'on ne peut pas la tester facilement. Cependant, certains événements ont ravivé l'intérêt des gens pour cette théorie, même chez les sceptiques. L'un de ces événements a été l'apparition du mystérieux Oumuamua dans notre système solaire en 2017. Oumuamua est un objet étrange qui a traversé notre système solaire à une vitesse stupéfiante. C'est le premier objet interstellaire repéré en train de traverser notre voisinage et le premier astéroïde hyperbolique détecté, c'est-à-dire un objet dont l'orbite n'est pas liée au Soleil. Les observations ont montré que Oumuamua était probablement un objet très allongé, en forme de cigare. Dans l'ensemble, il s'agit d'un corps extrêmement atypique. Les scientifiques n'ont pas réussi à déterminer de quoi il s'agissait exactement. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une comète, d'autres d'un astéroïde, et d'autres encore d'un morceau d'hydrogène gelé. En avril 2020, des astronomes ont présenté un nouveau scénario concernant son origine. Selon leur hypothèse, Oumuamua pourrait être le fragment d'une planète perturbée par un phénomène de marée. Si cette hypothèse est confirmée, Oumuamua deviendrait un objet rare, d'un type beaucoup moins abondant que la plupart des astéroïdes ou des comètes extrasolaires de type boule de neige sale. Ce qui rend Oumuamua particulièrement intéressant pour les partisans de la théorie de la panspermie, c'est qu'il s'agit d'un visiteur d'un autre système stellaire. Il est donc possible qu'il ait transporté de la vie à travers la galaxie. L'idée de la panspermie suppose 3 étapes: la fuite hors d'une planète, le transit dans l'espace interplanétaire et l'atterrissage sur une autre planète. Oumuamua suggérerait donc que la panspermie est chose possible. Une étude concernant Oumuamua et l'hypothèse de la panspermie a récemment été publiée. Elle a été menée par David Cao, de la Thomas Jefferson High School for Science and Technology, et stagiaire à l'université Johns Hopkins. Son étude examine le nombre d'objets similaires à Oumuamua pouvant exister et les propriétés qu'ils devraient présenter pour transporter de la vie en toute sécurité à travers le cosmos. Les chercheurs ont examiné différents types de débris spatiaux, tels que des astéroïdes et des comètes, et ont estimé leur capacité à protéger une forme de vie hypothétique des rayonnements nocifs, en particulier des rayons gamma émis par les supernovas. Selon la taille de ces objets, les radiations intenses pourraient stériliser les micro-organismes présents à leur surface. D'après leurs conclusions, les débris spatiaux constitués de matériaux tels que le nickel ou le silicate pourraient offrir une protection suffisante. Mais pour qu'un passager puisse survivre, il faudrait qu'il ait une taille minimale d'environ 640 cm. Les auteurs de l'étude ont également tenté d'évaluer la probabilité que des extrémophiles, des organismes capables de survivre dans des environnements extrêmes, aient pu être transportés sur Terre de cette manière. Ils ont calculé qu'environ 40 000 objets d'au moins 10 mètres de diamètre
ont pu entrer en contact avec la Terre au cours de ces 800 premiers millions d'années d'existence. Ce chiffre peut sembler élevé, mais les chances que la Terre ait été ensemencée par la panspermie sont extrêmement faibles, moins de 0,001% selon l'étude. Il est intéressant de noter que les chercheurs n'ont pas seulement considéré la Terre comme un destinataire de la panspermie, mais aussi comme une source potentielle. Si la Terre ou une autre planète habitable éjectait dans l'espace des matériaux porteurs de vie, ceux-ci pourraient, en théorie, ensemencer d'autres planètes dans la galaxie. L'étude suggère que, dans des conditions favorables, jusqu'à 100 000 planètes semblables à la Terre dans la Voie lactée pourraient abriter de la vie à la suite de ce processus d'ensemencement. Toutefois, de nombreux facteurs restent incertains. Par exemple, le nombre de planètes errantes ou flottantes dans la galaxie pourrait affecter de manière significative l'hypothèse de la panspermie. Il est à espérer que lorsque nous en saurons plus sur ces planètes et sur la densité globale de la matière interstellaire, nous comprendrons mieux ce qu'est ce phénomène. Les scientifiques ont également souligné que les conditions dans la galaxie n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Par exemple, lors d'un événement connu sous le nom de grand bombardement tardif, le taux d'impact sur la Terre et d'autres corps du système solaire était 100 à 500 fois supérieur à ce qu'il est actuellement. Si des phénomènes similaires se sont produits dans d'autres systèmes stellaires, cela pourrait signifier que la réalité de la panspermie est beaucoup plus probable. Une sphère de Dyson constitue un concept théorique d'envergure. Une structure colossale entourant une étoile, composée de plateformes orbitales disposées en formation compacte. Ce projet est envisagé comme une solution ultime, tant pour répondre aux besoins énergétiques que pour offrir un espace habitable. Une telle réalisation permettrait d'exploiter chaque rayon et toute la chaleur émise par l'étoile, tout en créant une immense surface de vie. La première personne à théoriser une construction aussi étrange fut le physicien théoricien américano-britannique Freeman Dyson. Selon lui, une civilisation extraterrestre intelligente pourrait envisager de construire cette sphère après avoir colonisé certaines lunes et planètes dans son voisinage stellaire local. Avec la croissance de leur population, ces extraterrestres auraient besoin de plus en plus d'énergie pour soutenir leur mode de vie. Dyson a estimé qu'en supposant une croissance démographique d'1% par an, cette civilisation verrait ses besoins en espace et en énergie multipliés par 1000 milliards en seulement 3 millénaires. Si son système solaire abritait un objet céleste de la taille de Jupiter, il lui serait possible de le démanteler pour en disperser la masse sous forme d'une coquille sphérique. En érigeant une structure à une distance équivalente au double de celle séparant la Terre du Soleil, la quantité de matériaux disponibles permettrait de créer une multitude de plateformes orbitales. Chacune de ces plateformes pourrait mesurer entre 6 et 10 pieds d'épaisseur, offrant ainsi à cette civilisation la possibilité de s'établir sur les faces orientées vers l'étoile. Une coque de cette épaisseur serait suffisamment solide pour être habitable et intégrer tout l'équipement nécessaire pour capter l'énergie solaire sans risquer de se rapprocher de l'étoile. Cependant, après avoir absorbé toute cette énergie solaire, la sphère devrait la réémettre pour éviter une accumulation qui la ferait inévitablement fondre. Ainsi, une étoile enveloppée dans une sphère de Dyson apparaîtrait assombrie, voire totalement occultée, selon la densité des plateformes orbitales. En même temps, elle émettrait un rayonnement inhabituellement intense dans les longueurs d'onde infrarouges, invisibles à l'œil nu. En raison de l'émission de rayonnement infrarouge, les sphères de Dyson sont classées parmi les technosignatures, des indices d'activité que les astronomes peuvent exploiter pour détecter des formes de vie intelligentes dans l'univers. Certains chercheurs terrestres possèdent des cartes infrarouges du ciel nocturne qu'ils scrutent dans l'espoir d'identifier de pareilles structures. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune sphère de Dyson n'a été découverte. Toutefois, une étude a proposé plusieurs candidates pouvant être des sphères de Dyson. Les auteurs de cette recherche ont traité d'énormes quantités de données en utilisant un pipeline spécifique pour combiner et analyser les informations. L'un des critères essentiels de cette recherche est la détection d'un excès de rayonnement infrarouge, tout en veillant à distinguer ce rayonnement de celui émis par des objets naturels. Après avoir effectué un filtrage complexe de millions d'objets, les chercheurs ont donc identifié 7 candidates potentielles, mais une analyse plus approfondie est nécessaire pour en confirmer la nature. Les scientifiques prévoient d'utiliser la spectroscopie optique, qui pourrait offrir des informations supplémentaires sur ces objets et leurs origines. Cependant, ils soulignent que ces candidates pourraient être également expliquées par d'autres phénomènes, comme des disques de débris ou des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles.
Seules des recherches supplémentaires permettront de déterminer si ces objets sont vraiment des traces d'autres civilisations parmi les systèmes stellaires. Pour le moment, la question demeure sans réponse. Il est intéressant de noter que les sphères de Dyson ont souvent été abordées dans la science-fiction. Dès 1937, dans son roman Star Maker, Olaf Stapledon décrivait des systèmes d'une galaxie particulière, entourés par une brume de pièges à lumière, concentrant l'énergie solaire à des fins intelligentes, ce qui expliquait l'obscurcissement total de la galaxie. Dans un autre roman, Ringworld, l'auteur imaginait une structure artificielle en forme d'anneau, en orbite autour d'une étoile. La question de la fin du monde a toujours intrigué les gens. De nombreuses théories ont été proposées, de nombreuses idées ont été réfutées. Aujourd'hui, à l'ère de la science, les prédictions de la physique et des mathématiques sont plutôt sombres. Prenons par exemple la théorie du grand déchirement. Elle affirme qu'un jour, l'attraction de l'expansion de l'univers deviendra plus forte que la force de gravité. La catastrophe qui en résultera déchirera tout ce qui se trouve dans l'espace, même les terrifiants trous noirs. Après cela, il n'y aura plus que des nuages de particules isolées et déconnectées flottant dans tout l'univers. Avant que cela ne se produise, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur le petit pouce. Votre soutien est très important pour nous, merci. Entrons maintenant dans les détails de ce scénario qui fait froid dans le dos. Le modèle cosmologique du grand déchirement repose sur l'idée que si l'univers continue d'accélérer son expansion, il atteindra tôt ou tard le stade où toutes les forces qui en assurent la cohésion seront vaincues par l'énergie noire. Laissez-moi vous expliquer. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que l'on a pu observer dans l'espace à l'aide de nos télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est constituée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de ce qui compose l'univers. Environ 68% de l'univers est constitué d'énergie noire. Les astronomes n'en connaîtraient même pas l'existence s'ils n'avaient pas découvert, il y a plusieurs décennies, que l'expansion de l'univers ne ralentit pas. Au contraire, elle s'accélère. Cela signifie qu'il doit y avoir une force énigmatique qui s'oppose à la gravité. Cette force a par la suite été appelée énergie noire. Vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il des 27% restants de l'univers ? C'est ce que nous appelons la matière noire, et c'est un autre sujet de confusion pour les astronomes. Si l'énergie noire est une force responsable de l'expansion de l'univers, la matière noire invisible est responsable de l'organisation des galaxies à grande échelle. Elle est également censée expliquer comment les objets interagissent. Parmi les candidats potentiels à la matière noire, il y a les particules étranges et les objets ultraminces. Si, un jour, la puissance de l'énergie noire devient plus forte que les forces gravitationnelles, électromagnétiques et nucléaires faibles, il est très probable que l'univers se désagrège tout simplement. L'un des modèles les plus récents de la théorie du grand déchirement a été publié en 2015. Il précise la date à laquelle l'univers pourrait disparaître. Nous avons encore environ 22 milliards d'années devant nous. Cette hypothèse prévoit également qu'au fur et à mesure que l'expansion de l'univers deviendra infinie, sa viscosité diminuera. La viscosité cosmologique mesure la résistance de l'univers à l'expansion et à la contraction. Ces changements finiront par provoquer la destruction de l'univers. Le grand déchirement se produira lorsque l'énergie noire l'emportera sur la gravité. À un moment donné, elle pourrait devenir si puissante qu'elle commencera à déchiqueter les atomes. En d'autres termes, si la théorie du grand déchirement est correcte, un jour, le monde pourrait en arriver à un point où les galaxies, les étoiles, les planètes et tout ce qu'elles contiennent seront littéralement pulvérisés. Une vision qui pourrait s'avérer vraiment spectaculaire, s'il y avait encore quelqu'un pour s'en émerveiller. Des forces puissantes briseront les atomes et les molécules. Les électrons se sépareront des atomes jusqu'aux quarks ou à des éléments encore plus petits que nous ne connaissons pas encore. Puis, tout cessera d'exister. Le grand déchirement n'est pas la seule théorie effrayante sur la fin de notre univers. Une autre hypothèse très répandue est celle de l'effondrement terminal. Selon cette théorie, un jour, la croissance de l'univers se ralentira jusqu'à devenir insignifiante. La gravité deviendra alors la force principale. Elle fera rétrécir l'univers, provoquant des collisions entre les planètes, les étoiles et les galaxies. Ce sera le Big Bang à l'envers, avec un effondrement généralisé. Et n'oublions pas un autre scénario effrayant, la mort thermique. L'univers s'étend de plus en plus vite. Un jour, cette croissance éloignera trop les galaxies visibles et nous ne serons plus en mesure de les voir. Plusieurs milliards d'années plus tard,
L'univers se transformera en un immense espace sombre, vide et incroyablement froid, sans aucun mouvement. Au milieu du XXe siècle, les soucoupes volantes occupaient non fréquemment la une des journaux, alors que les signalements d'observation d'OVNI se multipliaient aux États-Unis. Il n'est donc guère étonnant que les autorités américaines, et plus précisément l'armée de l'air, aient initié quelques programmes de courte durée. Parmi eux figuraient le Project Sign et le Project Grudge, dont la mission principale était d'étudier ces phénomènes. Ces initiatives furent suivies par ce qui demeure sans doute le plus célèbre d'entre eux, le Blue Book Project. Cette vaste enquête gouvernementale s'est déroulée entre 1951 et 1969. Elle fut lancée à l'initiative du major général Charles Cabell, un ancien responsable du renseignement au sein de l'armée de l'air américaine. Dans le cadre du projet Blue Book, plus de 12 600 rapports d'observation d'objets aériens non identifiés furent recueillis de manière rigoureuse. Suite à des analyses approfondies, la plupart d'entre eux se sont avérés avoir des explications naturelles et peu exceptionnelles. En revanche, une fraction des rapports ne put être évaluée en raison de l'insuffisance des données disponibles, ce qui contribua à l'affaiblissement du soutien apporté au projet. Officiellement, le projet Blue Book prit fin en décembre 1969. Toutefois, il semblerait que cette conclusion n'ait pas marqué la fin de l'intérêt des autorités américaines pour les phénomènes aériens inexpliqués. En effet, à la mi-décembre 2017, il fut révélé au grand public qu'un autre programme de recherche avait été mené secrètement à la fin des années 2000. D'après certains documents, près de 22 millions de dollars furent alloués sur une période de 4 ans à une initiative baptisée « Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées », plus connu sous l'acronyme AATIP. Lancé en 2007, ce programme avait pour vocation principale d'analyser les phénomènes OVNI. Il est fort probable que cette entreprise ait été motivée par l'énigmatique incident Tic Tac de 2004. C'est à cette période que plusieurs pilotes de l'armée de l'air américaine aperçurent des objets volants non identifiés au large des côtes californiennes. Ils parvinrent à les filmer, mais aucun d'entre eux ne fut en mesure d'expliquer la nature de ces phénomènes. Le comportement de ces objets défiait toute logique, comme si les lois de la physique leur étaient étrangères. Ils semblaient se déplacer à une vitesse extrême tout en effectuant des rotations imprévisibles. Cet événement semble avoir incité les autorités à enquêter pour tenter de les identifier. Dans le cas contraire, elles souhaitaient déterminer leur origine et évaluer la menace potentielle qu'ils représentaient. Lorsque le New York Times divulgua les détails de ce nouveau programme, les responsables affirmèrent que l'étude avait pris fin en 2012. Pourtant, certaines voix affirmèrent le contraire. Parmi elles figurait un ancien dirigeant du renseignement militaire, chargé du programme jusqu'à sa démission en octobre 2016. Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner de près ce projet pour le moins énigmatique. En effet, les sujets de recherche financés ressemblaient à des concepts issus de la science-fiction, et notamment de Star Trek. Parmi les subventions accordées, l'une concernait l'étude des trous de verre traversables, portails stellaires et énergie négative, dirigée par Eric Davis, d'Earth Tech International Incorporated. Une autre portait sur le camouflage d'invisibilité, tandis qu'un troisième axe explorait le moteur à distorsion, l'énergie noire et la manipulation des dimensions. Dirigé par un physicien théoricien affilié à l'organisation Icarus Interstellar. Comme mentionné précédemment, ces recherches ont bénéficié d'un financement d'au moins 22 millions de dollars. Toutefois, il est possible que ce montant soit considérablement plus élevé. Les raisons ayant motivé un tel investissement et les résultats obtenus demeurent inconnus du grand public. On peut supposer que les théories sur les moteurs à distorsion et les portails stellaires puissent intéresser des civilisations extraterrestres, capables de voyager à travers les galaxies pour atteindre notre planète. Malgré tout, certains observateurs ne cachent pas leur indignation face à l'attribution de fonds publics pour des recherches jugées aussi contestables. Tout comme Jack Sparrow de la saga Pirates des Caraïbes, le capitaine Kidd était un pirate célèbre qui naviguait en quête de trésors. Cependant, il était bien moins charmant et bien plus redoutable. Selon la légende, il gardait si jalousement son butin que son spectre le hanterait encore aujourd'hui. William Kidd, plus connu sous le nom de Capitaine Kidd, est né vers 1650. Il prétendait être originaire de Dundee, en Écosse,
bien que beaucoup pensent aujourd'hui que ce n'était qu'un mensonge. Dans sa jeunesse, Kidd s'est installé à New York, où il s'est lié d'amitié avec des figures influentes, parmi lesquelles 3 gouverneurs. Certaines histoires racontent qu'il aurait débuté ses aventures maritimes en tant que mousse sur un navire pirate avant de devenir lui-même un marin renommé. En 1689, Kidd faisait déjà partie d'un équipage de pirates. Alors qu'il naviguait dans les Caraïbes, lui et quelques autres marins se sont mutinés. Ils ont pris le contrôle du navire, rebaptisé Blessed William pour l'occasion, et fait de Kidd leur capitaine. Kidd a gagné en expérience et a même fini par offrir ses services à la couronne britannique, alors en conflit avec la France. Le gouverneur refusant de payer son équipage, il a rejoint la flotte qui a attaqué et pillé l'île française de Marie-Galante, amassant au passage une énorme somme d'argent. En 1691, le capitaine Kidd a fini par épouser Sarah Bradley, l'une des femmes les plus riches de New York. Veuve de 2 précédents mariages et elle-même héritière d'une immense fortune. Quelques années plus tard, le gouverneur de New York, du Massachusetts et du New Hampshire a demandé au capitaine Kidd de pourchasser les pirates qui écumaient dans la région. Ce n'était pas qu'une simple requête, mais une mission de la plus grande importance émanant du roi en personne. Refuser aurait été perçu comme une preuve de déloyauté et aurait définitivement entaché sa réputation. C'est ainsi qu'a débuté le périple qui devait faire entrer le capitaine Kidd dans la légende. Cette expédition était financée par des seigneurs influents, parmi les plus puissants d'Angleterre à l'époque. Le roi lui-même avait signé une lettre de marque qui autorisait Kidd à naviguer en tant que corsaire, à savoir un pirate agissant pour le compte de son pays. Cette lettre stipulait également que 10% du butin récupéré reviendrait à la couronne. Pour financer son voyage, Kidd n'a pas eu d'autre choix que de vendre un de ses navires, l'Antigua, et d'en acquérir un nouveau, l'Adventure Galley, idéal pour chasser les pirates. Ce bâtiment était pourvu de 34 canons, de rames et d'un équipage de 150 hommes. Ces rames, fort pratiques, permettaient au navire de se déplacer même en l'absence de vent. Kidd choisissait méticuleusement son équipage, ne sélectionnant que les officiers les plus compétents et les plus loyaux. Alors qu'il naviguait à bord de l'Adventure Galley, un incident étrange s'est produit. Kidd était censé saluer un vaisseau de la marine, mais il ne s'en est pas donné la peine. En réponse, le bâtiment a tiré un coup de semonce pour lui rappeler sa place dans la hiérarchie. Au lieu de s'exécuter, Kidd et son équipage ont réagi en se retournant et en exhibant leurs postérieurs dénudés en signe de mépris. Furieux, le capitaine britannique a alors réquisitionné plusieurs membres de l'équipage de Kidd à son bord, bien que les équipages de corsaires aient généralement été exemptés de cette corvée. À court d'hommes, Kidd a navigué vers New York, où il s'est emparé d'un navire français. Pour remplacer son équipage perdu, il a engagé de nombreux criminels, dont certains étaient probablement d'anciens pirates. Puis, en septembre 1696, le capitaine Kidd a mis les voiles vers le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Son voyage aura été semé d'embûches dès le départ. Le choléra a frappé, affaiblissant et tuant de nombreux marins. De plus, leur tout nouveau navire a commencé à présenter des fuites. Kidd, censé attraper des pirates dans l'océan Indien, n'a jamais réussi à les trouver. Désespéré de gagner de l'argent pour couvrir ses frais, Kidd voyait son plan s'effondrer. Le pire s'est produit quelques mois plus tard, lorsqu'il a fracassé le crâne de l'un de ses propres compagnons pour avoir voulu aborder un navire néerlandais, ce qui aurait été considéré comme un acte de piraterie. L'homme est décédé peu après. La situation de Kidd n'a fait qu'empirer, jusqu'à ce qu'un officier de la Marine royale dénonce ces actes de piraterie. Il a alors changé le pavillon de son navire pour qu'il ressemble davantage à celui des Français et s'est emparé d'un grand navire indien, le Quedagh Merchant, chargé de soieries, d'or et d'argent. Le capitaine a alors décidé de conserver ce vaisseau et a fait voile vers Madagascar. Là-bas, son chemin devait croiser celui de Robert Culliford, qui lui avait dérobé l'Antigua quelques années auparavant. Il existe 2 versions de cette histoire. L'une affirme que Kidd se serait montré affable envers lui, l'autre prétend que par crainte, il préférait attendre des renforts avant de tenter quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, l'essentiel de l'équipage de Kidd l'a alors déserté pour rejoindre Culliford. Face à ces difficultés, Kidd a préféré abandonner et rentrer chez lui. Il laissait derrière lui l'Adventure Galley,
qui prenait l'eau de toutes parts, et après avoir récupéré tous les objets de valeur et y avoir mis le feu, il a embarqué à bord de l'Adventure Prize. Les autorités britanniques avaient promulgué une loi offrant l'amnistie aux pirates de l'océan Indien, mais elles se sont assurées que Kidd ne puisse en bénéficier, en représailles des puissants alliés politiques qu'il s'était fait en Angleterre. À son arrivée à Anguilla, Kidd a appris qu'il était recherché et qu'il ne profiterait d'aucun pardon royal. Les gouvernements s'étaient à succéder, et les nouveaux magistrats en place entendirent bien se servir de lui pour discréditer leurs rivaux. Ils espéraient que Kidd révélerait des informations compromettantes sur ses alliés, mais Kidd a refusé de donner le moindre nom, espérant jusqu'au bout que ses amis viendraient à son secours. Ça ne les a pas empêchés de le laisser tomber. Certains pensent qu'il aurait pu échapper à son châtiment s'il s'était mis à table, mais c'était mal le connaître. Kidd a donc été envoyé à Londres pour y être jugé devant la haute cour de l'amirauté. Accusé de piraterie en haute mer et du meurtre de l'un de ses marins, on l'a finalement emprisonné dans la tristement célèbre prison de Newgate, en attente de son procès. On l'a reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à être exécuté publiquement, bien que beaucoup aient trouvé les preuves à charge insuffisantes pour un tel verdict. Le capitaine Kidd a été exécuté le 23 mai 1701. Son corps est resté exposé au-dessus de la Tamise pendant 3 ans, en guise d'avertissement à quiconque se laisserait tenter par la piraterie. Le même sort attendait certains membres de l'équipage de Kidd, mais ils sont parvenus à négocier leur libération. Le butin que le capitaine Kidd avait accumulé au fil des ans a laissé croire aux gens qu'il l'avait caché quelque part. Cela a donné lieu à de nombreuses chasses au trésor dans divers coins du monde. Certains avancent que Kidd aurait pu cacher son trésor le long de la rivière Rahway, dans le New Jersey, juste en face de Staten Island. D'autres preuves suggèrent qu'il aurait caché une petite partie de son magot sur l'île Gardiner, près de New York. Cette dernière aurait été découverte et expédiée en Angleterre pour faire office de preuve contre Kidd lors de son procès. Aux environs de la baie de Fundy, les gens recherchent le trésor de Kidd depuis 1875 au moins, car ils pensent qu'il l'aurait caché là du temps où il était corsaire. Un point de l'île est même surnommé Money Cove à cause de cette légende. Étant donné le sort tragique et injuste de Kidd, il n'est pas surprenant que des gens aient cru voir son fantôme. Certains ont rapporté l'avoir aperçu au cimetière de Trinity Church, comme s'il cherchait sa propre tombe. Il y a aussi l'histoire de ces 2 hommes, qui en 1825 ont tenté de déterrer les bijoux de Kidd. Ils sont bel et bien tombés sur un coffre, mais avant de pouvoir l'ouvrir, le fantôme de Kidd se serait manifesté juste au-dessus d'eux. Cette vision terrifiante a fait s'évanouir les 2 hommes. Ils ont tous 2 affirmé avoir aperçu une figure effrayante émerger de la tombe, exhalant des vapeurs de soufre et semblant glisser sur le sol. Heureusement, aucune preuve tangible ne vient confirmer ces histoires d'épouvante.